Salut les mordus, bienvenue à ce 26e épisode. Raymond, qui aurait dit qu'on aurait fait 26? 26 déjà. 26 déjà. Oh, bien, on hein? a changé de chandail plusieurs fois. Ouais. Aujourd'hui, on parle de quoi sur notre chandail? Mario Andretti. Si tout est sous contrôle, c'est parce que tu vas pas assez vite. C'est vrai, hein? Si on veut aller vite en tant qu'entrepreneur, bien évidemment, il faut que ça aille vite. Puis il y a certaines petites choses qui nous échappent. Fait qu'il faut reprendre au rebond toutes les petites erreurs qu'on fait. Oui, puis être en mouvement, parce que c'est comme ça que, oui, tu as plus de risques de te planter, sauf que c'est comme ça que tu apprends plus. Et là, souvent, dans n'importe quoi, en immobilier, en finance ou en construction, la compétition, elle, est souvent en mode analyse. Exact. Souvent en mode Pendant planification. que ta compétition analyse, bien évidemment, si tu es en action, C'est ça. tu vas prendre des longueurs d'avance. Premier invité, Guillaume Laplante. Parle-nous de toi un petit peu, Guillaume. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta spécialité? C'est quoi tes passions? Moi, je suis conseiller en sécurité financière pour Industrielle Alliance. Ça fait bientôt 3 ans que je suis dans le domaine. Je me spécialise au niveau des placements, des investissements, les assurances, maladies graves, assurance vie, invalidité. Mais rapidement, dans cette carrière-là, j'ai réalisé que d'aider à compte-gouttes, c'était intéressant, mais je voulais vraiment développer mon entrepreneurship, donc développer des projets qui me permettaient de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Fait que je pense que c'est la raison pourquoi que je suis ici aujourd'hui avec vous. Okay. Vraiment content que vous nous receviez. Puis je suis avec mon partenaire Mathieu Lévesque, qui est inspecteur en bâtiment, licence RBQ. Et là, il faut vous m'expliquer. Ouais. Peut-être, Mathieu, tu peux expliquer c'est quoi ta business et ensuite nous dire c'est quoi le lien entre les deux. Là, parce que sécurité financière, inspection en bâtiment. Oui, dans deux domaines différents. Ouais. Mais, dans le fond, là, moi, je suis inspecteur en bâtiment, ça fait 5 ans. Ouais. Et puis, j'ai eu ma licence RBQ, c'est tout nouveau. Je suis retourné dans la construction également. OK. J'étais dans la construction, dans le fond, depuis mes 17 ans. Fait que ça fait 15 ans que je baigne dans le domaine du bâtiment. J'ai jamais rien fait d'autre en tant que carrière professionnelle. Là. Et puis, dans le fond, donc j'ai développé au niveau de l'inspection en bâtiment. C'est comme ça que j'ai rencontré Guillaume, justement parce qu'on est allé faire du réseautage. On s'est croisés là, sur un Zoom de réseautage durant la COVID. Et puis, ça l'a cliqué tout de suite. Là, pas au niveau de profession, parce qu'on a 2 jobs complètement différents, oui. mais c'était plus au niveau des valeurs. Guillaume et moi, on se rejoignait, ça a cliqué en dedans de quoi, peut-être 15 minutes qu'on se parlait. On s'est dit, on peut aller loin ensemble. Tellement important, les valeurs, hein? Oui. Parce que vous étiez conscient de vos valeurs. Oui, ben on jasait de qu'est-ce qu'on voyait dans nos entreprises, comment est-ce qu'on voyait qu'on allait faire les choses de chacun de notre côté. Puis les deux, on avait un peu le même mindset, la même vision. Là. Ce que je voyais, moi, de mon côté, c'est qu'en début de carrière, je veux dire, ce qui est mis de l'avant, c'est que tu peux survivre, en fait. C'est que tu peux se faire de l'argent. Mais comment tu fais de l'argent? On est payé à la commission. Fait que c'est en faisant des ventes. Fait que, tu sais, ce qui est mis de l'avant, c'est vendre. Vendre des produits d'assurance, vendre des placements. Moi, je me détachais de ça rapidement en début de carrière. Je me dis, c'est pas ça que je veux faire. Je veux aider, je veux conscientiser, je veux conseiller, je veux être présent, je veux changer les valeurs des gens, je veux modifier des choses, je veux vraiment être présent, en fait, partout. Puis Mathieu, j'ai remarqué que pour un inspecteur en bâtiment, moi, ce que je m'attends d'un inspecteur, ben, c'est qu'il vienne dire les choses concrètement. Puis que s'il y a un prix, ben, tu sais, s'il y a un prix qui est donné pour une job précisément, ben si Mathieu, lui, il l'a vu, tu m'avais déjà raconté une histoire, qu'après une demi-heure, t'as expliqué au client, écoute, voici ce qu'il y en est, je pense qu'il y a de quoi qui accroche ici, est-ce qu'on poursuit ou on s'en va? Les clients ont dit non, on s'en va, puis Mathieu avait juste dit, écoutez, payez-moi juste mon déplacement, puis ça a été vraiment quelque chose qui a accroché mon client, Mathieu. Pépite d'or! Pépite d'or, hein? Déjà. C'est bon parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui veulent pas vendre. J'en ai même une à la maison de même. Elle veut pas vendre. Elle aime pas les vendeurs. Puis souvent, je vais dire, ben comment font les vétérinaires, les dentistes, les comptables, les avocats pour faire de la business? Ah, mais ils vendent pas, eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils aident des gens. Ben, c'est ça. T'as tout compris. Aide des gens. Puis c'est ça que t'as dit, tu sais. C'est pas de vendre, c'est cherche à aider le plus de gens possible, que ce soit en investissement immobilier, puis peu importe le domaine d'investissement immobilier que tu vas choisir, ou que ce soit en entrepreneuriat, cherche à aider le plus de gens De toute possible. façon, tu n'as pas besoin de vendre si tu cherches à aider. Parce que si tu cherches à aider, tu vas régler un problème que des gens sont pas capables de régler eux-mêmes. Ah oui. Et là, tu vas juste te mettre en contact avec ces gens-là et le fit va être parfait. Tu provides le service qu'ils ont vraiment de besoin. Exact. S'ils cherchent un produit, ça ne sera pas avec toi qu'ils vont faire faire. Si tu dois t'obstiner avec le moindrement, c'est que c'est pas ton client type. Exact. Change juste de personne à fréquenter.
Exactement. Fait que ça a été mon entrepreneur type, Mathieu. Fait que ça a vraiment cliqué. Puis on a mis des projets rapidement ensemble en branle. On a fait une conférence qui s'est appelée... C'était quoi déjà le nom? C'était les intervenants immobiliers. Ouais, On a un blanc les deux en même temps. Les intervenants immobiliers, puis on voulait donner de l'information pertinente pour les premiers acheteurs. Parce que quand j'ai acheté ma première maison, là, personne ne m'a expliqué c'était quoi le RAP. Personne ne m'a dit comment maximiser ma mise de fonds. Personne ne m'a expliqué comment choisir son inspecteur. Personne ne m'a dit d'avoir un courtier immobilier acheteur. Et où cette information-là? Moi, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, faut qu'on donne cette information-là gratuitement aux premiers acheteurs. Il manque d'informations. On n'apprend pas ça au secondaire. C'est tellement important. Puis ce que tu dis, c'est vrai. Moi, au secondaire, ils m'ont montré à coup d'un coussin. Mais y a-tu quelqu'un... Tu sais, c'était quand même des années... Ouais, on l'a fait, celle-là aussi. C'était quand même des années fin 80, mais même dans les années fin 80, là, Winners existait pour aller s'acheter des boxers et des coussins. Là. Donc, pourquoi ils nous montraient ça? Ben, parce que c'est des grosses machines puis ils sont ralentis. Mais il faut vraiment qu'on ait une conscientisation au niveau de l'éducation de nos jeunes. Puis, c'est quasiment dommage que notre société soit obligée de passer par des entrepreneurs qui vont faire le marketing de cette façon-là en disant hey, on va donner des conférences pour montrer à notre population ce que son système d'éducation pourrait capable d'y montrer. Oui, vraiment. Absolument. Bon, maintenant, c'est en politique. Ouais. Messieurs, on est sur un podcast et vous avez un podcast. Parlez-nous donc de votre podcast qui est quand même assez unique. Si Là, de ce que j'ai compris, c'est qu'on invite notre propre compétition. On est open dans ta barouette. Hein? Tu le savais pas, hein? Eh non! Surprise! Mais non, c'est la maison et le portefeuille. Puis tu sais, encore là, ça suivait un peu la vibe des conférences qu'on voulait donner de l'information. Moi qui voulais donner de l'information au niveau des finances. Mathieu qui voulait donner de l'information au niveau des habitations, de la construction. Mm-hmm. Ça a vraiment été ça au début. Puis ça a vraiment développé que plus qu'on posait des questions aux personnes qu'on rencontrait, c'était des clients, c'était des amis, c'était des proches, des entrepreneurs qui nous inspiraient. Plus qu'on en apprenait, plus qu'on se sentait un peu comme Joe Rogan. On invite du monde, peu importe si ça pogne, peu importe si ça pogne pas, on invite des gens qui nous passionnent puis qui vont nous en apprendre. Puis plus qu'on s'est mis à faire ça, plus qu'on a réalisé que c'est vraiment plus pour créer un cercle de réseautage, créer un cercle qui est des entrepreneurs qui nous ressemblent. Fait que c'est un petit peu ça le thinking. On veut plus aller dans le why, le pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi nos entrepreneurs avec qui on travaille ont les mêmes valeurs que nous. Fait que c'est vraiment là qu'on est. Ça s'est développé un peu plus vers ça. Super, ça. Le podcast. Ben justement, pourquoi vous faites ce que vous faites? Aider le plus de gens possible. La passion, je te Inspirer. dirais, ouais. Je me dis, à chaque inspection que je fais d'une maison, que je m'en vais faire des travaux, même temps, le meilleur exemple que je peux donner à l'inspection du bâtiment, j'ai eu 2 clients la semaine passée que j'ai été bien honnête au téléphone. J'ai dit, je suis pas la personne pour t'aider, même tu n'as pas besoin d'inspecteur. Envoie-moi une photo. Puis avec la photo, juste par courriel, la photo, je dis, regarde, c'est ça ton problème, 99% sûr. J'ai dit, va checker telle affaire, ouvre le mur à telle place. Comme de fait, ils ont fait ça, puis c'est exactement ce que je pensais. Fait qu'ils ça m'a pris 15 minutes de mon temps. J'étais honnête. J'ai pas été obligé de charger 700$ à quelqu'un pour aller faire l'expertise. Et cette personne-là, prochain coup, va te rappeler encore. T'sais. Absolument, je pense que c'est sûr, le lien est fait. Là. Il y a le lien de confiance, ouais. c'est tellement important dans une relation. C'est plus ça que je veux créer un lien de confiance. Créer un lien de confiance et non avoir 700$ check-etching. C'est pas ça que je veux. Tu sais, là, parce que dans les inspecteurs, il y en a beaucoup, hein, ils font des visites plus que des inspections, là, à mon avis. Et là, ils visitent, puis là, oh, la prise imposée croche. On s'en fout que la prise soit croche. Là. Est-ce que la polarité est bonne? Est-ce qu'on pogne un choc électrique? Est-ce que ça va mettre le feu? C'est ça qu'on veut savoir. Là. Ouais. Je suis maître de stage justement avec les inspecteurs en bâtiment. Puis justement, il y en a beaucoup, ça part de loin. Puis que les gens, ils paniquent sur des petites choses. Puis qu'il faut que tu démontres sur le bâtiment que, regarde, d'un, il faut que tu restes neutre. Mais il faut vraiment que tu restes calme. Puis que même si c'est des problèmes graves ou non graves, il faut que tu l'expliques de façon calme au client. Puis tu l'expliques. Puis tu vas pas. Parce que de toute façon, dans la transaction, là, ça a un prix, l'inspection. Oui. Pas un prix au niveau de ça coûte de quoi, c'est on fait une inspection et après ça, l'étape suivante, c'est est-ce que le prix que je paye cet immeuble-là est encore correct? Oui. Est-ce que c'est juste équitable? Oui, non. C'est trop cher, est-ce que tu as l'intérêt de vendre un peu moins cher pour compenser? Mm-hmm. Puis, tu sais, il ne faut pas penser non plus que, tu sais, les gens, des fois, ils sont un peu maboules, hein? Il y a 30 000$ à mettre sur un immeuble, puis c'est fini. Non, excuse, parce que tous les immeubles, un immeuble de 4 ans a 30 000$ à mettre dessus, 50 000$ à mettre dessus. Maison neuve, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut relativiser ça, puis dire, ma job en tant qu'investisseur immobilier, c'est de maximiser tous les postes de dépenses d'un immeuble. La toiture, les fenêtres, la brique, le calfeutrant, l'électricité, la plomberie. Maintenant, c'est quoi le juste milieu? Évidemment, la plomberie, il ne faut pas que ça coule.
L'électricité, il ne faut pas se mettre le feu. La toiture, il faut qu'elle reste étanche. Comment est-ce que je fais pour la garder étanche? Tu sais, donne un exemple d'une toiture qui vaut 40 000 elle va durer 20 ans. Ben, c'est 2 000 par année, ça. On est-tu d'accord que si on fait une réparation qui coûte 3 000 puis j'étire 50 plus, ça fait quand même 5 000 de profit, mais il faut le faire en tant qu'investisseur immobilier. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'immeuble n'est pas bon parce qu'il faut refaire la toiture. Il faut juste dire, le prix que tu me faisais, je me disais que j'avais un immeuble avec une toiture pour X nombre de temps. Et là, on décortique comme ça. Combien de temps ça dure, combien ça vaut. Puis si je la change tout de suite, je l'étire de combien de temps? Je vais-tu la garder tout ce temps-là? OK, bien parfait. Il y a une partie, c'est toi qu'il faut qu'il paye. Il y a une partie, c'est moi qu'il faut qu'il paye. Entre les deux, souvent les gens, la toiture est finie, change la toiture. Non, attends un peu. Je te vends un immeuble qui est usagé. Tu peux pas partir avec une toiture neuve. Fait que la négociation est importante. Ça revient à une phrase, Jocelyn, que tu dis tout le temps. Puis cette phrase-là, tu devrais la faire breveter. Oui, vas-y. C'est pas comment ça coûte. C'est comment ça rapporte. Ben oui, c'est combien est-ce que ça va rapporter. C'est la bonne question à se poser quand tu es investisseur immobilier, ça, justement. Ouais. Mais tu sais, j'ai remarqué aussi qu'à l'inspection de bâtiment, j'ai beaucoup de premiers acheteurs. Surtout des jeunes, 20-25 ans, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui travaillent dans le domaine technologique, peu importe, qui ne sont pas manuels du tout. Puis là, quand tu parles d'infiltration d'eau, ça panique. Ça panique tout de suite. Fait que là, c'est là que l'inspecteur de bâtiment est important de ramener ça à un... Regarde, on se calme, là. On va explorer le problème. Puis par la suite, où l'infiltration d'eau? Le problème ou non. Oui, c'est ça. L'infiltration d'eau, elle est où? Dans un vide sanitaire, dans un sous-sol pas fini ou dans les murs isolés? Oh, tabarouette, il y a une grosse marge entre chaque. Là. Très différent. Chacun de ces points-là sont vraiment différents. Exact. Là, absolument. Oui. Messieurs, je pense que vous n'avez pas tout le temps été entrepreneur. Tu disais tantôt, ça fait 3 ans que tu es dans ce domaine-là. Ouais. C'était quoi votre transition, là, le shift de mindset quand on dit ça se passe entre les deux oreilles dans votre parcours? Là, c'était quoi la progression pour que entre les deux oreilles, tu deviennes entrepreneur? Tu veux-tu commencer? Ben, je peux. Vas-y. OK, ben, dans le fond, moi, j'ai commencé dans la construction à 17 ans. Je savais pas ce que je voulais faire. Fait que c'était soit l'armée ou soit c'était la construction. J'avais ces deux choix-là dans ma tête. Fait que je suis allé dans la construction. J'étais plus curieux que j'étais pas manuel pour Saint-Saëns. Je savais même pas du tout un marteau. Puis, ça a changé? Oui, okay, je me débrouille pour payer. Puis, dans le fond, fait que là, je suis allé dans le domaine de la construction. Puis, à l'âge dans le fond, je suis devenu couvreur, compagnon couvreur. Je suis devenu charpentier-menuisier par la suite. Puis, en étant charpentier-menuisier, en faisant une toiture de bardeau, je me suis déchiré le ménisque dans le genou. Oups. Puis là, la réparation, c'est pas faite comme qu'il a dû. J'ai passé 2 ans et demi en convalescence au lieu de 6 mois, comme c'était prévu. Puis là, je pouvais plus retourner charpentier-menuisier physiquement avec le genou. Mm-hmm. Fait que là, il a fallu que je me trouve d'autres choses. Puis, je suis tombé sur le cours d'inspecteur en bâtiment par hasard là-dessus. Puis, je me dis, écoute, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je reste dans le bâtiment. C'est tout ce que je connais. Fait que je suis devenu inspecteur en bâtiment. C'est comme ça que j'ai développé ma business. Puis que je suis devenu un passionné par l'entrepreneuriat. Parce que je l'étais pas avant, je connaissais pas ça du tout. Puis là, ça m'a vraiment... Je capotais là-dessus qu'un entrepreneur, justement, c'est pas juste de faire ta job puis d'aller chez vous. Tu as la comptabilité, tu as le service clientèle, tu as beaucoup de marketing, tu as tellement d'affaires à faire. Puis c'est là que je suis tombé là-dedans que ça m'a ouvert une porte incroyable, que j'ai ouvert la porte, on dirait, de la lumière partout qui était là. La passion transparaît. Oui. Donc, tu peux dire que ce ménisque-là a changé ta vie. Ça a été la plus belle blessure que j'ai eue de ma vie. Oui, hein? 100%. Ouais. Les beaux cadeaux mal emballés. Oui, oui. C'est bon, ça. Oui. Ouais. En plein ça, c'est une pépite, je pense. Ouais. Tu peux y aller. C'est pas l'idée qui nous en sort une. Mais c'est ça. Attention, c'est addictif. Tu vois. J'aime ça. Ils vont s'en acheter une. Check bien. On va vous voler votre idée. De mon côté, j'ai été machiniste quand j'ai fini l'école. Moi, je suis quelqu'un qui drivait beaucoup à l'ambition puis à être le meilleur. J'aimais ça avoir cette tape dans le dos-là. Puis à l'école, quand je performais dans quelque chose, je me suis mis vraiment à aimer ça, être performant. Et ça a été ça un peu. Fait que quand j'ai travaillé dans une petite job-in, après mon secondaire, une petite job-in dans une shop, il m'a dit, écoute, j'ai plus de job pour toi, mais tu peux aller faire ton cours, je vais te payer 5$ de l'heure de plus, mais que tu reviennes avec ton diplôme. Je fais, why not? J'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Fait que j'étais allé faire un DEP en machinage. Je suis rentré dans le DEP, puis je voulais aller faire les Olympiques, les Olympiades qu'il y a professionnelles. Ah ouais? Et j'ai fini premier à Montréal, puis j'ai fini 4e au Québec. Et que, ça me drivait. Il y a quelque chose qui me drivait. Mais, tu sais, on en a parlé en coaching. Tu m'as dit, tu as toujours été entrepreneur, tu le savais juste pas, tu l'as découvert. Puis ce qui a été le déclic, c'est que là, j'ai travaillé pour un syndicat à l'intérieur de ma shop. Fait que j'ai travaillé pendant 9 ans pour une shop. Puis dans les 2 dernières années, j'ai travaillé pour le syndicat en place. Puis j'ai réalisé que d'aller aider les gens,
ça a vraiment fait une différence pour moi d'avoir cette liberté-là aussi de mon horaire, d'aller faire des campagnes à travers le Québec. J'ai vu du monde qui était payé en dessous du salaire minimum, puis d'aller pousser ça, d'aller pousser le syndicat pour les aider. Je sentais vraiment que je faisais une différence. Fait que de faire une différence, ça allait être important pour moi. Puis quand mon employeur a dit « Écoute, ça suffit, j'ai besoin d'un machiniste à la job », ça a coupé les ponts directement avec le syndicat quand il a réalisé que dans la convention, il pouvait se permettre de dire non à cette libération-là. Là, ça en est suivi une dépression parce que je me sentais menotté, je me sentais en cage complètement. Puis j'ai fait le switch je voulais aller en service. Fait que j'ai travaillé 1 an dans une quincaillerie service à la clientèle. Puis là, ça a été... j'ai reçu un appel après le COVID. J'avais ma 2e fille qui venait de naître. Elle avait 12 heures de vie, 24 heures de vie. J'étais à l'hôpital. J'ai reçu un appel, les services financiers, ça t'intéresserait-tu? Puis ça a été l'appel qui a complètement changé ma vie. Je dois beaucoup à ma directrice avec qui je travaille. Puis ça a parti de là après. T'sais, mon ambition que j'avais depuis le début, ben, on la ressent dans mon entrepreneurship. Puis la passion de développer. Puis j'ai jamais aidé autant de personnes que depuis que je suis entrepreneur. Peu importe le domaine. J'ai l'impression que j'aurais pu être courtier immobilier puis j'aurais amené cette valeur-là là-dedans. Tu sais, c'est drôle, hein? On entend souvent ça des entrepreneurs aider les gens. Oui. Tu sais, pour de vrai, ils veulent aider les gens beaucoup plus que d'autres choses. Puis l'autre chose que je reconnais de la plupart des entrepreneurs qui viennent nous voir, c'est liberté. Tu sais, c'est beaucoup plus important la liberté puis aider les gens que de faire de l'argent. L'argent viendra. Tu sais, si tu aides des gens, tu vas faire de l'argent de toute façon. Ouais. Si tu as une certaine liberté, ben, tu vas te sentir bien puis ça va te permettre de faire de l'argent. Tu faisais le lien avec. En travaillant pour le syndicat, ouais. Tu t'es découvert une cause. Ouais. Et c'est cette cause-là qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Puis moi, je dis tout le temps, puis je le radote, puis je le répète, l'automobile n'a pas été inventé pour mettre du gaz. L'automobile a été inventé pour le mouvement, pour la cause. Est-ce que tu as besoin de mettre du gaz dedans? Ben oui. Surtout dans un G-Wagon, c'est beaucoup de gaz. Ouais, je sais pas. Fait que l'inventeur de l'automobile s'est pas dit je vais inventer une patente pour mettre que je vais être capable de mettre du gaz dedans. Il dit je vais inventer une patente qu'on va être capable d'aller du point A au point B plus facilement, plus rapidement. Fait que c'est correct le carburant, c'est correct l'argent, c'est correct la rentabilité, puis monétiser ce qu'on fait, puis mettre ça rentable. Mais c'est la cause qui vient en premier. Ouais. Puis j'étais en coaching à un moment donné avec un entrepreneur en démarrage, investisseur immobilier aussi en analyse, en démarrage. Là, il dit, j'ai une opportunité au Nicaragua. Ma femme, elle a une maison là, elle aime ce pays-là. Puis là, j'ai remarqué que je pourrais importer telle affaire, puis là, on pourrait faire ça. Puis là, j'ai une autre option, on pourrait peut-être faire ça à la place. Puis il dit, je sais pas laquelle faire. Puis moi, j'ai posé la question, c'est dans laquelle des options, des opportunités, tu vas changer la vie des gens, que tu vas aider le plus de gens. Trouve la cause, l'argent va venir. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on on s'épanouit. Oui. Tu sais, parce que pour de vrai, tu as le choix dans la vie de t'épanouir ou de t'emmerder. Où est-ce que tu vas être le plus performant? Automatiquement, où est-ce que tu vas aider plus de gens? Puis où est-ce que tu vas faire plus d'argent? C'est clair. Si tu t'épanouis à travers ce que tu as à faire, bien, le chemin devient beaucoup plus facile parce qu'on revient souvent avec ça se passe entre les deux oreilles. C'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Uh-huh. Mais comment tu gardes une bonne attitude si tu t'épanouis pas? Tu sais, tout est un effet d'enchaînement. Puis tu le vois maintenant dans les émissions de télé, là, comme dans L'œil du dragon, Dragon's Den, Shark Tank aux États-Unis. C'est fini le temps où un dragon investissait dans ton projet juste parce que c'était rentable. Moi, je pensais que c'était fini le temps où les dragons investissaient. Là. Je pensais qu'ils faisaient plus de la TV que de l'entrepreneuriat de ce temps-là. Ça, c'est un autre débat. un autre débat. Mais tu le vois, là, tu sais, quelqu'un comme Nicolas Duvernois, tu vas y amener tous les chiffres, là. Tu as fait tes devoirs, toute balance, c'est rentable, tu as des ventes, tu as une croissance, puis il va dire bravo, beau projet, mais ça me parle pas. Si les yeux pétillent pas, C'est ça. ça vient pas de chercher. Je pense que c'est ça qui est à mettre de l'avant. Puis je pense que c'est un bon move aussi si tu vois pas de connexion puis que la personne ne le fait pas nécessairement dans les bonnes valeurs. On en a parlé beaucoup. T'es-tu dans le paraître ou t'es dans le être? Si le être, il vient pas te chercher puis que t'as pas de boule dans le ventre puis que ça te drive pas, le paraître, il peut avoir de la paillette d'or dessus. Ça ne fera pas de différence. Ça change rien. Ouais. Oui, comme que
Excuse-moi, une petite mise en gorge. Mais c'est comme, ça me fait penser à une phrase en anglais, je me souviens plus d'où j'ai vu ça, mais ça disait « Enjoy the process ». Oui. C'est pas le C'est la phrase à MacTard. Justement, c'est notre magazine. Non, lui, c'est trust the process. Trust the process. C'est important, lui aussi. Ouais. Trust and enjoy the process. Ben oui, mais ça, c'est important parce que c'est pas c'est pas où est-ce que tu vas. Qu'est-ce que tu vas atteindre? Oui, atteindre son objectif, mais c'est tout le chemin que tu vas faire pendant toutes les années, les sacrifices que tu vas faire. Il faut que tu apprécies ce que tu fais à chaque moment. C'est très vrai ce que tu dis, mais tu sais, on met tout le temps ça long terme, les sacrifices mais c'est les sacrifices pendant les jours, les semaines. Oui. Tu sais, des fois, là, c'est des objectifs plus petits qui sont très importants à atteindre, justement, pour atteindre le prochain objectif. Mais si à chaque fois, excusez-moi l'expression, c'est un pain in the ass, ben, tu iras pas nulle part. Change de domaine, change ta vie. C'est super important, là. Épanouissement en premier, puis ensuite de ça, le reste. Puis je dis pas qu'à travers ton épanouissement, il n'y a pas des moments de découragement, il n'y a pas des moments où ça a été difficile, il n'y a pas des moments où il a fallu que tu hustles. Mais si à la base, overall, est-ce que je suis généralement heureux dans ce que je fais et je m'épanouis? Oui. Puis il y a des bouts que c'est rough, puis j'ai besoin de mon réseau, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes soupapes pour décanter. Bien, parfait, continue comme ça, tu sais. Ouais. Parlons-en justement des bouts rough. On peut faire un peu de millage là-dessus. Comment vous dealez, les boys? Hey, un bout rough, là, 115, là, c'est rough au bout. T'aurais dû voir la 50 ce matin. Comment vous négociez? Comment vous, entre les deux oreilles, là, vous dealez avec les bouts rough? Parce qu'il doit sûrement en avoir des fois. Il y en a chaque entrepreneur, je pense. S'il n'y en a pas, c'est quelqu'un qui se mal, là, parce qu'il y en a tout le temps. C'est sûr. Est-ce que vous buvez du scotch? Oui. Quand c'est rough, oui. Quand c'est rough. Mais je pense que j'ai, comme probablement beaucoup d'entrepreneurs, pris des mauvaises décisions dans le passé. Je pense que tu viens coper plus que de trouver d'être en action. Puis moi, j'ai réalisé que plus que j'étais en action, moins qu'il y avait de stress, moins que... on en a parlé justement de donner coaching, que les bisons, ils avaient tendance à vouloir se baisser la tête puis foncer dans la tempête. Ça va passer plus rapidement. Ben, c'est ce que j'ai réalisé aussi. Fait que je pense que depuis la dernière année, quand ça va moins bien, quand c'est des bouts rough, ben, tu trouves le moyen de te relever. Puis beaucoup dans la visualisation aussi, on s'en était parlé aussi dans les coachings. Tellement important. Visualisation, j'ai découvert ça en début de carrière quand ma directrice a dit qui veut aller à Vancouver. C'était la convention des meilleurs conseillers chez IA. Fait que c'était un voyage à Vancouver. On avait 2 ans pour se classer. Il fallait avoir tant de chiffres. Fait que moi, j'ai levé ma main, mais j'ai pas juste levé ma main en disant comme « Ah oui, je veux... comme si tu vois une Ferrari dans la rue. » T'étais convaincu, là. J'étais tellement convaincu. J'ai vu l'image, moi, en train de faire du hiking là, sur Whistler. Là. Fait que je l'ai vu, je l'ai senti, je ressentais le vent. Ça ressemble au 419, ça? Ça ressemble beaucoup, hein. Je ressentais le vent, je sentais, je me voyais. Fait qu'à chaque fois qu'il y a eu un bout de rough, que je me suis planté en pleine face, de remonter à la marche, là, ça allait de soi. Il y avait quelque chose de plus fort que moi qui me prenait puis qui me faisait monter une marche. Ça a été comme ça à chaque fois que j'ai pogné une débarque, d'être en action, ça me faisait monter une autre marche. Puis là, c'était vraiment un work in progress. Là, fait que moi, pendant 3 mois, 4 mois, il y a pas de... Je me morfondais, là, parce que je le savais que j'allais me rendre là-bas. Puis qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour me rendre là-bas? C'était juste d'aller juxtaposer les 2 images. T'sais. Mais je te relance sur Trust the Process parce que Raymond a parlé du 419, faisait référence. En 2018, j'ai acheté 419 logements d'un coup avec des partenaires. C'était la plus grosse transaction de 2018. Et j'en ai des frissons juste de repenser à ce que j'ai vécu. Tu revis l'histoire. Oui, je revis vraiment l'histoire. Puis, tu sais, ça a été 12 mois d'ouvrage, mais solide. Tu sais, vraiment, là, à ne pas dormir, à hustle au bout. 100 heures. Là. Et on sort de là, tout va bien, on célèbre un petit peu. Je te dirais, une semaine après, j'étais en famille. La mère de mes enfants était à côté de moi. Puis on passe pas loin du quartier. C'est un 419 logements dans 28 bâtisses. C'est un quartier au complet. Et là, je dis, je vais aller vous montrer la ville que j'ai achetée, très fier de moi devant mes enfants, qui sont pas mal plus jeunes à cette époque-là. Et là, je m'approche. Et là, la mère de mes enfants, elle dit, « Hey, c'est pas loin de ta tante Denise, ça. » Ben, je dis, « Ben oui. » Fait que là, elle dit, « Oh, c'est là ta tante Denise. » Je dis, « Ben oui. » Et là, elle dit, « Tu te souviens-tu, la première fois que tu m'as amené dans ta famille, t'es sorti un petit peu éméché du 31 de l'année, le jour de l'an. C'était tout à ma tante qui faisait ça. » Je dis, « Ben, je me souviens de l'événement, mais je me souviens pas d'être sorti de là. » Et je suis sorti, j'étais embarqué dans l'auto du côté passager. La mère de mes enfants était enceinte, donc elle conduisait.
Je me suis canté dans le sofa. Dans le sofa. J'étais chaud pour vivre. Je me suis canté dans le banc. Et là, en tournant le coin, j'ai dit à Nathalie, un jour, moi, le propriétaire de tous ces immeubles-là. Et trust the process, 20 ans plus tard, j'ai acheté tous ces immeubles-là et je ne me souvenais pas d'avoir dit ça. Incroyable. Elle s'en souvenait. Ouais. Elle a dit, moi, là, j'ai vu ton ambition ce jour-là. Puis après ça, tu sais, ça faisait pas tellement longtemps qu'on était ensemble. Après ça, je t'ai tout le temps vu réaliser ce que tu disais. Mais imaginez si mon subconscient a fait, un jour, je vais être propriétaire de ça. Je m'en souviens même pas dans mon conscient. Mais toute ma vie, le process m'a mené d'échec en échec pour que je devienne la personne capable de faire ça. Ouais. Et on a été capable de le faire. Donc, tu sais, trust the process, c'est, je pense, très populaire, mais sous-évalué. Oui. Parce que, tu sais, les belles visions que tu as, tu sais, dire je vais acheter un quartier au complet, j'avais 24 ans, je l'ai acheté à 42, 43, presque 20 ans plus tard. Mais tu sais, si tu m'avais dit sur le coup, achète ça dans 2 ans, impossible, je vais me casser la gueule, puis ça se peut que... Mais mon subconscient a dit, on va mettre tout ce qu'il faut pour que tu deviennes la personne pour arriver à faire cet achat-là. Mais ça a été fantastique pour de vrai. Quand elle me dit ça, en tout cas, après ça, tu sais, quand on dit on est dans gratitude, j'ai fait « Hey, merci beaucoup toutes les aventures que j'ai eues de la difficulté. J'ai eu la maturité de vite comprendre. Je me suis cassé la gueule là, c'était pour ça. Je me suis cassé la gueule là, c'était pour ça. » Mais tu sais, à ce moment-là, avec la maturité que j'avais, c'était très, très, très difficile de comprendre pourquoi j'avais tous ces défis-là. Ouais. Donc là, depuis cet événement-là, quand il y a une tuile qui me tombe sur la tête, là, qu'est-ce que je fais? Alléluia, Seigneur, envoie-moi en d'autres. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais j'en ai dit des niaiseries puis des visions immenses. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que souvent, malgré toutes les petites tuiles qui me tombent sur la tête, il finit par avoir un événement plus grand que moi qui m'épanouit au maximum. Mathieu, garde tes réflexions pour les botrophes, parce qu'on n'en a pas parlé encore. Oui. Je veux faire un peu de millage sur... tu as parlé des troupeaux de bisons, puis je pense que c'est important pour notre clientèle, notre auditoire d'investisseurs immobiliers puis d'entrepreneurs c'est bon, du qui bison. débutent. Oui, très bon. Puis l'analogie, je pense qu'il faut vraiment l'expliquer. Il faut vivre ce moment-là. C'est que des tempêtes, on va toutes affronter tout le temps. Même que parfois, c'est des tempêtes internes. Exemple, je parle à des investisseurs immobiliers qui débutent et c'est la première fois de leur vie qu'ils vont cogner à des portes. Ils vont cogner à des portes sur des avis 60 jours. Puis quand la porte rouvre, le gars, il veut pas te voir. Là. Il t'attend pas. Il est pas content de te voir. Puis souvent, il va te fermer la porte au nez. C'est le bout, pas le fun, mais c'est le bout, le mal nécessaire. C'est la tempête que tu dois affronter, c'est d'aller cogner à des portes. Et l'analogie, la métaphore, c'est que quand il y a une tempête qui s'en vient, souvent les animaux ont cette tendance-là d'être capables de voir venir la tempête. Les troupeaux de vaches vont soit se cacher ou se mettre en petite boule dans un coin, puis ils vont attendre que la tempête passe. Les bisons vont checker et où la tempête, elle s'en vient de où, et ils vont foncer tête première dans la tempête. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'il faut réaliser chaque tempête a un début puis une fin. Puis si tu fonces dedans, ben elle finit plus vite. Tout à fait raison. Fait que parle-nous un peu, là. Un autre petit... Il l'aime, hein? On va vérifier, pas qu'il parte avec. Oui. Alors, Mathieu, comment tu passes les botrophes? Oui, en fait, les botrophes, ce que j'ai décidé de faire il y a à peu près 1 an, c'est que j'ai décidé de m'exposer. J'ai commencé à aller beaucoup à des livres audio, vu que je passe beaucoup de temps en auto en tant qu'inspecteur en bâtiment. Mais ce que j'ai décidé de faire depuis 1 an, c'est vraiment m'exposer volontairement à des botrophes. Comme ça, la journée que le botrophe arrive, puis que je n'attendais pas. Donc, tu veux dire un marathon, un triathlon ou t'exposer? Oui, en fait. Un mariage. La fois, depuis 1 an, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai perdu du poids, tout ça, mais je me suis mis en forme. Puis à chaque fois que je m'entraîne, surtout quand c'est un cours de cardio, là, je finis à genoux sur le bord de vos mains. Ça me tente pas. Mais je sais qu'en faisant ça, le reste de ma journée va être beaucoup plus. Tu bâtis ta résilience. Oui, c'est ça, bâtir la résilience, exact. Ah. Puis je fais même la chose avec l'eau froide. J'ai commencé à faire ça aussi. J'ai commencé aussi à me faire volontairement des imprévus dans ma journée. Donc, pour me saisir un petit peu, me prendre par surprise, comment gérer un stress inattendu, mais la journée que le stress arrive et que c'est pas volontaire, mais je vais être en mesure de le contrôler parce que ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis depuis 1 an, j'ai remarqué que ça allait grandement quand il y a un imprévu qui arrive. Là. C'est bon. C'est sûr. Félicitations. Messieurs, ça passe vite comme d'habitude. L'entrevue tire à sa fin. Si je vous laissais chacun là, en 1 minute, gros max, le mot de la fin là, pour nos entrepreneurs, investisseurs immobiliers, puis ainsi de suite, là,
Qu'est-ce que vous le diriez là, comme morale? Là, Commence. Ah, tu me fais commencer. Je voulais m'inspirer de toi. Je voulais faire du bon stuff. Bon, ben écoute, ce que je pourrais dire, dans le fond, en gros, c'est que si tu décides d'aller en entrepreneuriat, je pense que ça peut être fait pour pas mal tout le monde, l'entrepreneuriat. Il y en a qui vont partir plus proche, plus loin de ce qu'ils devraient viser. Mais je pense que trust the process, vraiment d'y aller à fond, puis vraiment prendre une cause qui te tient à cœur. La cause. La cause qui te tient à cœur. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Même pourquoi est-ce que tu veux aider des gens? Donc, de se poser beaucoup, beaucoup de questions. Et pour faire de l'argent, c'est pas la bonne réponse. Hein? C'est vrai, c'est trop vide parce que la journée où tu fais de l'argent, pour ça, il te reste quoi? Ouais, exact. Il te reste plus rien. Puis de mon côté, ce que je dirais, puis ce que je vais probablement dire à mes enfants, c'est essayer des choses quand vous êtes jeune. J'aurais aimé ça, avoir cette carrière-là à 20 ans. J'avais peut-être pas la maturité pour, mais j'aurais aimé ça essayer beaucoup de choses qui m'auraient permis justement de trouver mon why puis de trouver ma cause. Tu sais, ta cause, là, tu peux avoir une cause X puis avoir 10 métiers qui viennent fulfill ton why. Je pense que c'est de trouver le bon levier qui va te permettre de l'atteindre plus rapidement ou d'aider encore plus les gens. Fait que je pense d'essayer des choses plus que tu es jeune. Je pense que ça va vraiment faire une différence. Puis, j'aime ça que tu dis ça comme ça. Plus que tu es jeune, essayer des choses. Parce que moi, c'est une de mes missions. Faire vivre le plus d'expériences différentes à mes enfants, tout simplement parce que je veux qu'ils se développent. T'aimes pas ça? Essaye-le. L'as-tu déjà essayé? Non, essaye-le, après ça, c'est fini. On le fait une fois, puis... des fois, par contre, tu sais, amené ma fille jouer au golf cet été, 3 premiers trous, elle aimait pas ça. 4e trou, elle fait une belle drive. Finalement, on s'est rendu à 9 trous. Là, ça t'a coûté un sac de golf. Non, pas encore, mais tu sais, là, elle serait prête à revenir quand elle a été de reculons le premier coup. Fait que j'aime ça, les faire sortir de leur zone de confort. Mais tu sais, si je le fais avec mes enfants, nous autres, en tant qu'entrepreneurs, il faut qu'on se le fasse à nous autres mêmes. On a le contrôle là, de pouvoir s'imposer ça, comme les défis que tu t'imposes. Puis l'ego, il est fort aussi dans la vie en général. Puis moi, j'ai commencé cette carrière-là à 30 ans. Je viens d'avoir 33. Le 30 ans, là, c'est jeune, 30 ans. C'est jeune. Et à 30 ans, mon ego me disait, tu vas rester là. Tu vas rester où ce que tu es. Tu vas rester salarié. Tu es bien dans ton trou. Tu es capable d'avoir un revenu qui te permet d'avoir ta maison. Ça, c'est le système d'autodéfense, hein? Et, il est fort. Il est fort pour beaucoup de personnes. Puis moi, il m'encadrait là, comme dans une cage. Charles Côté avait dit dans un de ses podcasts, la petite puce sauteuse, là, tu sais, qu'elle vient se cogner à la tête. Elle vient se cogner à la tête parce que c'est ce qu'elle a comme environnement. Si tu la mets dans un bocal, elle ne sautera plus jamais plus haut que le bocal. C'est un petit peu ça, là. Fait que si moi, je me voyais vraiment, mon ego me mettait dans un bocal, me mettait avec un plafond qui me disait « Écoute, je peux pas aller dépasser ça », ça n'existait pas dans mon entourage, des entrepreneurs qui me permettaient de voir jusqu'au ciel. Puis j'ai été capable justement d'essayer quelque chose puis d'aller voir que justement « sky's the limit ». C'est une phrase qu'on connaît bien, mais on l'a atteint. Merci, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment inspirant. C'était le fun de vous entendre. On ne se connaissait pas beaucoup. On a appris à se connaître un petit peu. J'espère qu'on va avoir la chance de se voir encore. Merci, Raymond. Good job. Yes, sir. Avant-dernier de la saison 3. Avant-dernier, 26e podcast. Ça se passe entre les deux oreilles complétées. On se revoit la semaine prochaine pour le dernier podcast.